Bienvenue à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fascine, je pense, et qui divise aussi. La richesse. Oui, mais on ne va pas l'aborder sous l'angle, disons, technique des portefeuilles d'actions ou de l'immobilier. Non, pas du tout. On va explorer les idées fondamentales d'un résumé de livre qui s'appelle « L'esprit du millionnaire », et sa promesse, elle est assez radicale. Tout commence dans la tête. C'est exactement ça. Le texte qu'on a là se présente vraiment comme un manuel de reprogrammation mentale pour changer sa façon de voir l'argent, l'ambition et même l'échec. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ce n'est pas un énième guide pour devenir riche en 30 jours, quoi. Non, c'est plus profond. Oui, l'approche est beaucoup plus psychologique. L'idée centrale, c'est que l'accumulation d'argent, en fait, ce n'est qu'une conséquence. D'accord. Le véritable objectif, c'est de cultiver ce que l'auteur appelle un esprit d'abondance. C'est une façon d'être qui, selon lui, attire le succès presque, mécaniquement. Donc il s'agit moins d'apprendre des techniques financières que de désapprendre des blocages qu'on aurait. Voilà, c'est tout à fait ça. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de décortiquer ensemble les grands principes que ce livre met en avant pour se forger justement cet esprit de millionnaire. Allons-y. Allez, on plonge dedans. Alors, le point de départ, c'est une question assez directe finalement. Est-ce qu'on a mentalement ce qu'il faut pour être riche? Et d'après le texte, la toute première brique, le fondement, c'est une conviction intime que c'est possible. Et pour bien comprendre cette conviction, l'auteur oppose vraiment deux visions du monde. C'est assez clair. Ah ouais. D'un côté, il y a ce qu'ils appellent l'esprit de rareté. C'est voir le monde comme un gâteau de taille fixe. Si quelqu'un en prend une grosse part, il en reste moins pour les autres. Exactement. Et ça engendre la peur de perdre, la jalousie, l'idée que les opportunités sont limitées, quoi. D'accord. Et de l'autre côté? De l'autre côté, il y a l'esprit d'abondance. Et là, le gâteau n'est plus fixe, on peut en faire des nouveaux. Ah, la valeur peut être créée à l'infini. C'est ça. Le succès des autres, du coup, n'enlève rien au mien. Au contraire, ça peut même être une source d'inspiration. Dans cette logique, le texte avance une idée que je trouve très forte. L'argent ne serait-ce qu'un amplificateur. Oui, Si on est quelqu'un de généreux, prise d'argent nous permettra d'être plus généreux. C'est une belle idée, mais est-ce que ça ne simplifie pas un peu les choses? L'argent, ça ne crée pas ses propres tentations. c'est une objection juste. Et le livre ne dit pas que l'argent est complètement neutre. L'argument est un peu plus subtil. C'est-à-dire? L'idée, c'est que l'argent ne crée pas un caractère, il le révèle. Ah, Il le met en lumière. voilà. Il met en lumière ce qui est déjà là, en germe. Quelqu'un qui a une tendance, disons, à l'arrogance, mais qui est sans le sou, va peut-être la cacher. Oui, bien sûr. Mais avec des millions, cette arrogance, elle risque d'éclater au grand jour. Et c'est pour ça que tout le travail sur l'état d'esprit est si crucial en amont. Il faut d'abord savoir qui on est avant de se donner un mégaphone financier. C'est une très bonne image, c'est exactement ça. Je vois. Et c'est sûrement pour ça que l'auteur insiste tant sur la notion de valeur. Il dit que les personnes à l'esprit riche ne se demandent pas « comment je peux gagner de l'argent ?», mais plutôt Quel problème puis-je résoudre ? « voilà, quelle valeur puis-je apporter ?» C'est un vrai changement de perspective. Complètement. On passe d'une logique d'extraction à une logique de création. Et ça doit changer la motivation, j'imagine. Énormément. Le texte suggère que c'est ce qui fait la différence entre un projet qui s'essouffle vite et une entreprise qui dure. Si la seule motivation, c'est le chiffre, on abandonne au premier gros obstacle. Alors que si c'est la valeur apportée, L'obstacle devient un défi, une partie du processus. Du coup, la richesse n'est plus la cible, mais la conséquence d'une mission qui est bien menée. on parle souvent de ces croyances limitantes, ces petites phrases qu'on se répète, genre « l'argent ne fait pas le bonheur ». Ou je suis nul avec les chiffres. C'est ça. D'où est-ce qu'elles viennent, vraiment? Hmm. Est-ce que le résumé est précis là-dessus? Très précis. Il utilise la métaphore de la carte mentale. La carte mentale. Oui, l'auteur explique que notre rapport à l'argent, il est programmé dès l'enfance, souvent de manière totalement inconsciente. On absorbe ce qu'on entend autour de nous. C'est ça, on absorbe les remarques, les angoisses, les convictions de notre entourage. Si on a grandi en entendant que l'argent est sale ou que les riches sont malhonnêtes... Ces idées s'ancrent profondément. Exactement. Ce ne sont plus de simples opinions, elles deviennent des sortes de gardiens à l'entrée de notre esprit, qui repoussent les opportunités sans même qu'on s'en rende compte. D'accord. Mais cette idée de programmation infantile, est-ce que ça ne déresponsabilise pas un peu? C'est facile de dire « Ah, c'est pas ma faute, c'est mon éducation ». C'est le point clé. L'auteur ne présente pas du tout ce diagnostic comme une excuse. Au contraire, c'est un point de départ. Une prise de conscience. Voilà, la première étape, c'est d'identifier ses croyances héritées et de se demander froidement
Est-ce que cette idée est factuellement vraie? Est-ce qu'elle me sert ou est-ce qu'elle me freine? C'est un acte de lucidité. Mais ça ne s'arrête pas là. Et c'est ça qui est puissant. Une fois la vieille croyance identifiée, il faut la remplacer, activement. Et comment on fait ça? Le livre propose des outils très concrets. Par exemple, les affirmations. Mais pas juste répétées comme un perroquet, hein. Non, bien sûr. Il s'agit de formuler une nouvelle croyance. Par exemple, je suis un excellent gestionnaire financier. Et surtout, de la ressentir. D'y associer une émotion. C'est ça, une émotion positive. La fierté, la sécurité, la liberté. Neurologiquement, ça se tient. La répétition d'une pensée associée à une émotion forte, ça crée de nouvelles connexions neuronales. On ne fait pas que penser différemment, on recable son cerveau, en quelque sorte. On le recable, littéralement. Donc ça va bien au-delà de la simple pensée. On touche à l'identité. Le résumé parle d'ailleurs d'une identité financière. C'est le cœur du réacteur. L'argument, c'est qu'on ne peut pas obtenir un résultat qui est en contradiction avec l'image qu'on a de nous-mêmes. On ne peut pas faire des choses pour être riche si on ne se sent pas, au fond, être la personne qui est riche. Tu as tout compris. Le changement doit être identitaire. Donc, au lieu de penser « je dois épargner pour devenir riche », il faudrait penser « je suis quelqu'un qui gère bien l'argent, donc naturellement j'épargne ». C'est ça l'idée. C'est exactement ça. L'action découle de l'identité et non l'inverse. Et chaque petite action vient ensuite renforcer cette nouvelle identité. C'est un cercle vertueux. Si je me définis comme quelqu'un de financièrement responsable, je vais, regarder mes comptes plus souvent, chercher à investir un petit peu. Et chaque action va te confirmer, tu vois, tu es bien cette personne. Mais c'est là où beaucoup de gens bloquent, non? On peut se répéter toute la journée « je suis une personne riche ». Si le lundi matin, on ne fait rien de différent, il ne se passe rien. Bien sûr. Comment le livre propose de combler ce fameux fossé de l'exécution entre l'intention et l'action? Ce fossé de l'exécution, c'est un concept central du résumé. La différence fondamentale entre ceux qui réussissent et les autres, ce n'est pas la qualité des idées. Beaucoup de gens ont de bonnes idées. Exactement. C'est la capacité à les mettre en œuvre. De manière répétée. C'est le passage de la pensée à l'acte. Et concrètement, comment on fait ce saut? Le texte propose une approche qui est presque contre-intuitive. Il ne faut pas viser la grande action révolutionnaire, mais la toute petite action quotidienne. Ah, Il y a une technique toute simple qui est mise en avant. Chaque jour, définir 3 objectifs, pas 50, 3. juste 3. Juste 3. Ça peut être passer 20 minutes à lire sur un sujet d'investissement, ou contacter un client potentiel, ou mettre 10 € de côté. L'important, c'est pas l'ampleur de la tâche, c'est de la réaliser. 3 objectifs, ça paraît presque trop simple pour être vraiment efficace. La psychologie derrière est assez subtile. En accomplissant ces 3 petites tâches, on crée un élan, un momentum. D'accord? On envoie un signal à notre cerveau « je suis quelqu'un qui fait ce qu'il dit ». Et la répétition de ces petites victoires, ça construit une habitude du succès qui elle-même solidifie l'identité dont on parlait juste avant. C'est comme construire un mur. C'est ça. On ne le construit pas en un seul bloc, on le construit brique par brique, jour après jour. L'environnement joue aussi un rôle énorme d'après ce que j'ai lu. Le livre cite cet adage bien connu. On est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. C'est une idée puissante, mais est-ce que ce n'est pas un peu simpliste? On ne peut pas toujours choisir sa famille, ses collègues. C'est un point juste. Et le livre ne prône pas de couper les ponts avec tout le monde du jour au lendemain, heureusement. L'idée, c'est plutôt de gérer son temps d'exposition. D'être conscient des influences. Voilà. On peut passer du temps avec des proches qui ont une vision pessimiste de l'argent sans pour autant absorber cette vision. Et surtout, l'auteur insiste sur le fait qu'on peut augmenter l'influence d'un environnement virtuel positif. C'est-à-dire un environnement virtuel? Ça veut dire choisir activement ses lectures, les podcasts qu'on écoute, les documentaires qu'on regarde. Ah d'accord. Si l'environnement physique est rempli de conversations sur les dettes et les difficultés, on peut le contrebalancer en passant 1 heure par jour à écouter des gens qui parlent d'opportunités, de création d'entreprises. On reprend le contrôle sur les informations qui nourrissent notre esprit en fait. C'est exactement l'idée. On a parlé de l'état d'esprit, des actions, mais qu'est-ce qui nous fait tenir sur la durée? Quand la discipline seule ne suffit plus, que les obstacles s'accumulent? C'est là qu'intervient ce que le résumé nomme le carburant émotionnel. Le carburant émotionnel. Oui, travailler uniquement pour les chiffres, pour l'argent en tant que tel, c'est une source de motivation très fragile. L'épuisement est quasi certain. Il faut un pourquoi plus fort. C'est ça. C'est pour ça que le livre pose une question fondamentale. Pourquoi voulez-vous devenir riche? Et la réponse doit être profonde, émotionnelle.
C'est la différence entre quelqu'un qui lance une entreprise pour s'acheter une Ferrari et quelqu'un qui la lance pour, je sais pas, créer des emplois dans sa ville ou financer la recherche sur une maladie. Précisément, Le second aura une réserve de motivation bien plus profonde face aux difficultés. C'est ça. carrément. Ce pourquoi puissant, mettre sa famille à l'abri, prouver qu'on peut réussir après un échec, financer une cause, c'est le véritable moteur. C'est ce qui nous fait nous lever le matin, quand la logique nous dirait de rester au lit. Sans ce carburant, la plus belle des mécaniques tombe en panne sèche. Exactement. Et à l'opposé de ce moteur, il y a un frein, dont le texte parle beaucoup. Cette fameuse résistance intérieure. Ah oui. Cette petite voix qui nous dit qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne le mérite pas. Oui, la voix du doute, de l'auto-sabotage. C'est fascinant parce que ces manifestations sont très concrètes. C'est la procrastination sur le projet le plus important. C'est refuser une promotion sans trop savoir pourquoi. C'est un peu comme cette personne qui cherche un emploi, qui a le CV parfait, qui passe tous les entretiens, mais qui rate systématiquement l'entretien final. C'est un exemple parfait. Le livre dirait que ce n'est pas un manque de compétences, mais une résistance intérieure qui l'empêche inconsciemment de franchir ce cap. Oui, parce qu'au fond, elle ne se sent pas légitime à ce poste. Et la méthode pour démanteler cette résistance, selon le texte, ce n'est pas la lutte frontale. On ne peut pas juste lui dire de sauter. Non, ça ne fait que la renforcer. La clé, c'est la conscience. L'observer, sans jugement. Se demander, tiens, d'où vient cette pensée? À qui appartient cette voix? Est-ce que c'est celle d'un parent, d'un professeur? Et en l'éclairant, En l'éclairant avec la lumière de la conscience, elle perd son pouvoir. On réalise que ce n'est qu'une vieille cassette qui tourne en boucle dans notre tête. ce qui nous amène à la psychologie du mérite. L'idée qu'on n'atteint pas un niveau de succès qu'on ne pense pas mériter au fond de soi. Attendez, le texte affirme même que notre univers extérieur est un reflet direct de notre système intérieur. C'est une affirmation très forte. Est-ce qu'on a des exemples concrets pour ça ou on reste dans la métaphore? C'est une excellente question, parce que cette phrase se renaît très New Age. Un peu oui. Mais si on la regarde d'un point de vue psychologique, c'est très concret. Il ne s'agit pas d'une loi cosmique magique, hein. D'accord. L'idée, c'est que nos croyances les plus profondes agissent comme un filtre sur la réalité. Si, au fond de moi, je crois que je ne mérite pas le succès, je ne verrai même pas les opportunités qui se présentent. Ou si on les voit, on va trouver une raison de ne pas les saisir. C'est ça, mon système intérieur va m'amener à poser des actes qui créent un univers extérieur en accord avec ma croyance de base. En fait, on n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on croit être. Alors si on prend un peu de recul, le parcours proposé est assez fascinant. On part d'une idée presque philosophique La pensée façonne la réalité. pour arriver à des outils très concrets comme cette règle des 3 objectifs par jour. C'est un cheminement complet. C'est un processus d'alignement. Aligner ses pensées profondes, son identité, ses émotions et ses actions quotidiennes. Tout doit être cohérent. Voilà. Et ce qui ressort à la fin, c'est que la richesse n'est qu'un résultat, presque un produit dérivé. Le vrai bien, c'est la maîtrise de soi qu'on acquiert en chemin. C'est intéressant. La conclusion du résumé est puissante. La vraie richesse, c'est de contrôler son esprit, et non d'être contrôlé par lui. L'argent devient alors un simple outil au service d'une vie choisie, et non plus une obsession qui nous dirige. Pour finir, le livre laisse avec une question que je trouve assez percutante. Il oppose l'esprit du consommateur à celui du producteur. Oui, et ce n'est pas qu'une question financière. Non, justement. Dans notre quotidien, où est-ce qu'on se contente de consommer du contenu, des idées, le temps des autres, et où est-ce qu'on produit de la valeur? Qu'est-ce qu'on pourrait créer, apprendre ou partager, même à toute petite échelle dès aujourd'hui, pour commencer à inverser un peu la tendance? C'est une réflexion qui va bien au-delà du compte en banque. Carrément, ça laisse à réfléchir.